Bonjour, dans cette série des vidéos de la correction des concours du master de recherche en sciences économiques, bien évidemment, dans cette série ou bien dans ce playlist, on va essayer de faire certaines corrections pour les cinq épreuves voilà, l'épreuve de 2018 et après de 2014, 2016, 2015 et 2020 jusqu'à 2022. C'est bien. Alors, on va commencer. Donc, cette séance, ça sera bien sûr dédiée à la correction de l'épreuve de concours de 2020, 2018 plutôt. Bien. Alors, concernant la structure du concours, toujours pour pour les concours du master de recherche en sciences économiques, toujours il y a trois exercices, je dirais, à traiter dans cette épreuve. Alors, le premier exercice c'est un exercice, je dirais, pour tester la compétence, ou bien les connaissances, les prérequis de candidat en termes de la maîtrise de la littérature économique. Je dirais, en lui imposant de traiter je dirais, concepts et dans plusieurs domaines de la science économique, au niveau macro, au niveau micro, en statistique aussi. Et dans l'exercice 2, je dirais, c'est un test sur les compétences techniques et surtout économétriques, dans lequel le candidat il doit, je dirais, interpréter, faire des calculs sur un modèle de régression linéaire, quel que soit simple ou multiple. Et finalement, le dernier exercice, c'est pour, je dirais, la dissertation économique pour un sujet d'actualité. Alors on commence par le premier exercice de l'épreuve de 2018, donc qui est je dirais la définition des concepts. Alors l'épreuve c'est la suivante. Voilà. Alors on a l'épreuve, c'est la suivante. Donc la première question, le premier exercice, définir quatre de ces concepts, de sept concepts suivants. Alors on a A, la balance commerciale. A, la balance commerciale. Alors bien sûr, il ne s'agit pas je dirais, de donner une définition qui est, je dirais, de synthèse ou bien une définition bref, mais elle sera, je dirais, très préférable de rentrer dans les détails du concept. Alors, comme vous savez que quand on parle de la balance commerciale, c'est une, je dirais, c'est une balance, bien sûr, qui fait partie de la balance des paiements, dans laquelle je dirais, il permet de capter l'ensemble des flux réels entre une économie nationale, ou bien une économie, je dirais, nationale et le reste du monde. Ça marche? Mais ce sont, je dirais, des flux qui sont réels, c'est-à-dire il s'agit des biens et services, et non des flux monétaires que nous allons voir pour le compte financier. Alors, comme vous savez que dans la balance des paiements, il y a plusieurs comptes. Il y a le compte, premièrement, le compte des comptes courants dans lequel il y a les opérations courantes, les exportations et importations. On a le compte capital et après on a le compte financier. Ça marche? Alors le solde du compte capital, pardon, du compte courant, c'est le solde des opérations courantes. Et le solde, bien sûr, le solde des opérations courantes, y compris le solde des opérations de répartition et le solde des opérations commerciales, c'est-à-dire le solde de la balance commerciale, la différence entre exportation et importation. Et on a après le solde, je dirais, des opérations courantes qui englobent les deux, solde des opérations de répartition avec le reste du monde, c'est-à-dire il s'agit de l'ensemble des transferts, les revenus, les dividendes aussi, et l'ensemble des opérations de répartition de revenus. Et après, on a le compte capital dont le solde, c'est la capacité aux besoins de financement. Ça marche? Et finalement, on a le compte financier. Alors,
Concernant la balance commerciale, j'ai dit et je répète que c'est une balance qui permet de capter l'ensemble des flux sur, je dirais, des flux qui sont réels, c'est-à-dire en termes de biens et services, entre une économie nationale et le reste du monde pour une période donnée, bien sûr. Alors, la différence entre les exportations et les importations, c'est ce qu'on appelle, je dirais, le solde commercial. Alors, le solde commercial, c'est la valeur des exportations moins la valeur des importations. Bien sûr, sans entrer dans les détails, il y a les systèmes de valorisation des exportations et les systèmes de valorisation des importations en comptabilité nationale. C'est-à-dire, il s'agit du CAF ou bien le FOB, Franco, ou bien le co-assurance frais. Donc voilà, là, il faut, je dirais, sans rentrer dans ces détails-là. Alors, ce solde commercial peut prendre trois situations différentes. Alors, la situation, je dirais, première situation, c'est le cas où les exportations sont égales aux importations. C'est-à-dire la valeur des exportations est égale à la valeur des importations. Là, le solde, et bien sûr, la différence doit être nulle. Le solde, je dirais, on dit qu'il y a un équilibre extérieur en termes de biens et services. Deux cas qui sont, je dirais, qui contredisent l'équilibre, c'est la situation de déséquilibre. Et le déséquilibre peut être soit positif, soit négatif. Peut être soit un excédent, soit un déficit. Dans le cas du déficit, c'est le cas où l'exportation est inférieure aux importations. La valeur l'ensemble, ou bien la valeur des biens et services qu'on a exportés, elle est moins importante que la valeur des biens et services qu'on a importés. C'est notre cas pour le Maroc aussi. Alors là, on parle d'un déficit commercial, c'est-à-dire que l'économie nationale est là, elle est incapable de satisfaire la demande extérieure. Ça marche. Le contraire, c'est l'excédent. Quand on parle d'un excédent, c'est-à-dire qu'il y a que ce qu'on est, je dirais, la valeur des biens et services qu'on a exportés est supérieure à la valeur des biens et services qu'on a importés. Là, on parle d'une capacité à satisfaire la demande extérieure, c'est-à-dire que l'économie nationale elle est capable de satisfaire la demande extérieure, bien sûr, pourquoi? Parce que l'exportation est supérieure à l'importation, d'où le solde commercial sera positif. Bien évidemment, elle est très importante je dirais, dans ce concept. Je dirais, c'est un bonus, mais ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas nécessaire. Donc, je dirais, d'étudier l'évolution des exportations au fil du temps, à partir de l'année 1960 jusqu'à 2020. Bien sûr, on voit que les exportations au Maroc, je dirais pour notre cas, elles ont commencé, je dirais, à augmenter de façon lente depuis l'année 1960 jusqu'à 1980, on peut dire 14. Et après, il y avait un processus d'accélération. Mais ce processus d'accélération, il est limité par une chute des exportations dans l'année 2007-2008. Jusqu'à l'effet des propagandes jusqu'à 2010 plutôt, 2011. Et après, une reprise des exportations en 2012 jusqu'à 2020. Alors on pourrait, je dirais, l'ensemble des scénarios qui sont, je dirais, derrière cette volatilité des exportations au Maroc pendant cette période. Alors on voit qu'avant les années 2000, le modèle de croissance du Maroc, c'est un modèle qui est énormément fermé, d'où la valeur des exportations elle est moins importante. Pourquoi? Parce que les exportations sont été limitées seulement en produits agricoles. Mais après les années 2000, on voit de 2001 jusqu'à 2008, les exportations figurent moins de produits alimentaires, plus de produits d'équipement et surtout des demi-produits, le phosphate, les engrais, etc. C'est-à-dire on a commencé à exporter d'autres catégories de produits, sauf les produits agricoles. Et à partir de 2008, donc le Maroc passe à un modèle industriel d'excédentation de la production, bien sûr, conduit ses producteurs au marché international. Bien sûr, on a commencé à travers un plan d'industrialisation, on a commencé, je dirais, à intégrer les marchés internationaux, bien sûr, par ce processus à partir de 2008. Et après, on a
bien sûr, on a marqué, ou bien une remarque très importante, qu'on a commencé, je dirais, en 2008, on a commencé, je dirais, par des grands plans agricoles et industriels, à savoir le plan Maroc vert et le plan émergent, bien sûr en 2009. Ces plans, bien sûr, ils ont contribué, je dirais, de façon très importante à la favorisation des exportations. En autre côté, on a les importations dans la même période. Alors on voit que la même chose, il y a je dirais, une croissance qui est très lente des importations plutôt. Ça marche depuis 1960 jusqu'à 2000. Et après, en 2000, on a une accélération jusqu'à 2008 dans laquelle on a eu, je dirais, une chute. En 2008 et en 2016 aussi. Et en 2020, en 2021, ça marche. Ça, c'était dû à... Mais la valeur des importations, elle a commencé, je dirais, à accélérer. Il y a une reprise qui est très importante en 2020, 2021. Ça marche. Alors, l'ensemble des scénarios possibles pour cette volatilité, bien pour expliquer cette volatilité, on voit que les importations au Maroc sont expliquées par la suffisance structurelle marocaine dans les produits énergétiques, à savoir le gaz et je dirais, l'essence et les produits alimentaires tels que le tabac et le blé plutôt et le maïs. On a un accroissement des importations au Maroc qui est dû généralement à l'insuffisance des produits nationaux, à la satisfaction des besoins de la demande intérieure. C'est-à-dire qu'on est, même avec ces plans, je dirais, du Maroc vert, la génération green, etc., on est, je dirais, incapable de satisfaire notre demande intérieure en termes d'alimentation même. Ça marche. Alors d'autres facteurs peuvent être des raisons explicatives, à savoir les conséquences des accords de libre-échange, peut-être aussi pourrait avoir un effet sur cette volatilité, ce qui explique la forte tendance haussière dans les dernières années, je dirais, c'est-à-dire que le modèle de croissance du Maroc a commencé, je dirais, à s'ouvrir sur l'extérieur. Alors, en termes de produits, bien sûr, si on voit que les importations et les exportations sont plus importantes, je dirais, dans les dernières années même, et là, il faut, je dirais, creuser et poser des questions en termes de produits. Alors, quels sont les produits les plus fréquents, bien, quels sont les produits qu'on importe plus que d'autres? Et même pour les exportations, quels sont les produits qu'on est capable d'exporter que d'autres produits? Ça marche. Alors qu'en termes de, je dirais, en importation, on voit que les matériels de transport, ils sont, je dirais, ils ont une tendance en 2020, en 2021 plutôt. On a aussi la branche je dirais, coquifaction et le raffinage. Et on a l'agriculture et la sylviculture aussi. Les produits de gros et les détails du commerce, etc. Alors, on voit aussi la fabrication des produits, du transport, etc. Aussi, on occupe une place très importante en termes d'importation. Concernant les exportations, je dirais les branches dans lesquelles on exporte plus sont les matériels de transport aussi, les produits chimiques, et la fabrication des produits alimentaires, je dirais, voilà, et l'agriculture aussi, la sylviculture, et la recherche en termes de recherche et développement et services. Ça marche. Donc ce sont des branches dans lesquelles on exporte plus que d'autres. Alors la description des découpages des importations en termes de produits, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors on voit que les produits les plus importés par le Maroc en 2021 sont les produits coquifaction et raffinage d'un pourcentage de 11% et le produit de fabrication et matériel de 11%, de 12% plutôt, et l'agriculture et sylviculture de 16%, et la correction territoriale de 2%. On va voir ce qu'on veut dire par la suite par la correction territoriale. Alors on a les produits les plus exportés par le Maroc en 2021 sont les produits d'agriculture et la sylviculture, je dirais de 7%, la fabrication des matériels de transport de 16% et la fabrication des produits chimiques de 17%. La même chose pour les exportations. Donc, les exportations, ils ont tendance pour les produits chimiques et les matériels de transport et bien sûr les produits agricoles.
Alors, les produits de correction territoriale en exportation sont très importants à ceux d'importation, ce qui traduit derrière le caractère touristique du Maroc. Alors, quand on dit la correction territoriale, c'est la correction, je dirais, c'est la différence entre les produits consommés par les agents nationaux à l'extérieur et les produits consommés par les non-résidents à l'intérieur. C'est-à-dire quand on fait la différence, c'est la correction territoriale. Alors, vu que les exportations sont plus importantes que les importations dans cette branche de correction territoriale, on peut dire que le Maroc, je dirais, occupe une place très importante en termes de touristes. Alors, les produits dont les exportations ont, eux, une forte tendance sont les produits qui, je dirais, auront des soldes commerciaux positifs. C'est-à-dire, si on veut étudier le solde commercial par branche. Alors, l'évolution du solde commercial, donc bien sûr dans la même période de 1960 jusqu'à 2021, on voit que le solde commercial était nul, presque nul, moins important pour avant les années 2000. Hein. Mais après, il a commencé, je dirais, à être plus négatif. Bien sûr, il y a des efforts, je dirais, étatiques qui sont établis là-dessus. Je dirais, pour rendre cette sous-solde commerciale positive, on voit en 2009, bien sûr, une relance de ce solde à être, une tendance à être positive, aussi en 2016 et finalement en 2020. Alors, bien sûr, on a terminé le premier concept qui est la balance commerciale, le tour de la balance commerciale. Maintenant, on a le surplus de consommateur. Alors, le surplus de consommateur est également appelé le surplus de l'acheteur. C'est la mesure économique de l'avantage d'un client. Quand on dit l'avantage d'un client, le client, il a deux prix. Donc, il y a un prix d'équilibre déterminé par les mécanismes de marché et il y a un prix, je dirais, réel. Ça marche? Alors, le prix réel que le consommateur il est capable de payer, quand il y a une différence avec le prix d'équilibre, c'est-à-dire quand le prix réel est supérieur au prix d'équilibre, le consommateur, bien sûr, il va gagner en termes de surplus. C'est-à-dire, on parle de surplus de consommateur. C'est-à-dire, s'il y a un consommateur qui est, je dirais, capable de payer des dirhams, par exemple, dans cette situation, des dirhams pour acheter 1 kg de tomates, et la tomate, selon les mécanismes de marché, est égale à 5 dirhams. Mais le consommateur, il est capable d'acheter la tomate avec 10 dirhams. Alors, le surplus du consommateur, c'est cette zone, la différence entre 5 dirhams et 10 dirhams, 10 moins 5, bien sûr multiplié par la quantité avec laquelle il est capable de consommer. On pourrait avoir aussi un surplus de producteurs, c'est la différence, je dirais la réflexion contraire, c'est-à-dire quand il y a, bien sûr, le producteur, il veut vendre ses produits avec 2 dirhams, 2 dirhams et demi. Mais l'équilibre, ou bien les mécanismes de marché, la confrontation entre l'offre et la demande, donnera un PE, c'est-à-dire le prix d'équilibre, qui est égal à 5%. Alors, le producteur, il va avoir, je dirais, un surplus qui est égal à la différence 2,5. Alors, on a l'indice de développement humain, EDH. Alors, l'indice de développement humain, comme vous le savez, que dans les dernières années, on a commencé, je dirais, les indicateurs de comparaison à l'échelle internationale, on a commencé, je dirais, à faire des comparaisons en termes de PIB. De PIB vers le PIB par habitant, en tenant compte, je dirais, la dynamique de la population et bien sûr son évolution. Mais après, quel que soit le PIB par habitant ou bien le PIB, je dirais net, les deux, et sont deux variables qui sont quantitatives, qui négligent la dimension sociale. Là, le DH, ou bien l'indice de développement humain, elle ajoute au PIB, ou bien au revenu national en PPA par habitant, elle ajoute deux dimensions qui sont l'éducation et la santé. Alors, l'EDH, on pourrait dire que c'est la moyenne géométrique, de trois indicateurs, lesquels l'indice de l'espérance de vie, l'indice de l'éducation et aussi l'indice ou bien le revenu RNP en PPA, en parité de pouvoir d'achat, et je dirais par habitant. Ça marche?
Bien sûr, l'EDH est toujours compris entre 0 et 1. C'est un indice qui est compris entre 0 et 1. Quand la valeur de l'EDH tend vers 1, signifie que il est plus développé. Alors maintenant, on passe à l'effet d'éviction. Alors l'effet d'éviction, c'est une conséquence de l'extension des activités du secteur public au détriment du secteur privé. C'est-à-dire que quoi? C'est quand le secteur public ou bien l'extension des activités du secteur public contribue négativement ou bien tue le secteur privé, là on parle d'un effet d'éviction. La question qui se pose, c'est comment? Alors face à des capacités de financement des données, une hausse des besoins de financement de l'État augmente la demande des fonds prêtables sur ces marchés, c'est-à-dire que quand il y a un déficit budgétaire ou bien un déficit de l'État, il doit demander un financement auprès des banques. Les banques elles vont accorder, elles vont donner le financement à l'État. Ça marche à travers les fonds prêtables et après ce financement, bien sûr, dans un moment donné, les entreprises et les personnes physiques, elles vont demander des crédits ou bien ils doivent se financer auprès des banques. Là, les banques, ils doivent augmenter leur taux d'intérêt suite ou bien en raison de la baisse de la liquidité. Ça marche? Là, la conséquence de cet effet, elle aura un effet positif, un effet négatif sur l'investissement et la consommation, finalement une chute de l'économie. Maintenant, on passe au modèle ESLM. Alors, le modèle ESLM, il y a bien sûr, ces deux parties. Bien sûr, je parle de l'économie fermée. Bien sûr, le modèle ESLM, il y a la partie ES et la partie LM. Alors, quand on parle d'un modèle ESLM, c'est une représentation de quoi? C'est une interdépendance entre un aspect qui est réel et un aspect qui est monétaire. Comment ça? L'interdépendance ou bien l'interaction ou bien je dirais l'intersection de deux équilibres. Un équilibre qui est réel ou bien sur la dimension réelle, c'est-à-dire l'équilibre sur le marché des biens et services, et un autre équilibre sur la dimension monétaire, qui est l'équilibre sur le marché monétaire. Alors, le modèle ESLM, c'est un modèle qui permet de représenter l'équilibre simultanément sur deux marchés, à savoir le marché des biens et services et le marché de monétaire. Alors, le raisonnement de la courbe ESLM, ou bien le modèle ESLM, il doit être divisé en deux parties, bien sûr. L'équilibre sur le marché des biens et services, qui est la courbe IS, et l'équilibre sur le marché monétaire qui est la courbe LM. Alors on commence par la partie IS. Marche. Donc on a la construction de la courbe IS repose sur le modèle de revenu-dépenses qui est, je dirais, d'inspiration keynésienne. On sait que la demande est égale à la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques. Bien sûr, à l'équilibre, l'offre est égale à la demande, d'où l'offre est égale à ces trois arguments, c'est-à-dire la consommation plus l'investissement plus G. Alors on peut soustraire de revenu à la consommation Y moins C et on aura Y moins C est égal à I plus G. On sait bien que Y est égal à C plus S, c'est-à-dire que selon la réflexion keynésienne, on sait bien que le revenu disponible est égal à la consommation plus l'épargne, d'où l'épargne est égale à la différence revenu moins consommation. Alors on aura que l'épargne est égale à l'investissement plus les dépenses publiques. Alors on peut écrire l'ensemble des fonctions, je dirais la consommation c'est une fonction, je dirais linéaire de revenus disponibles. La consommation est expliquée par petit c, la proportion marginale à consommer fois le revenu disponible plus une consommation qui est incompressible, bien autonome, qui est indépendante du revenu d'équilibre. Et après, on a le revenu d'équilibre aussi qui est égal à c'était pas d'équilibre, le revenu disponible. Le revenu disponible est égal au revenu moins l'imposition fiscale, c'est-à-dire la taxation, la T. Et on sait que C, on peut remplacer YT par Y moins T, on aura finalement que C est égal à C point la différence plus C0. Alors, les deux facteurs sont exogènes, lesquels G et T. Donc, on suppose
que les dépenses publiques sont exogènes. Qu'est-ce qu'on veut dire par les dépenses publiques qui sont exogènes? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune variable d'ajustement qui permet de faire évoluer, de faire baisser ou augmenter les dépenses publiques, sauf la décision de l'État. La même chose pour la même chose pour la taxe fiscale. Ça marche? Alors, nous supposerons que la fonction d'investissement est linéaire. Bien sûr, vous savez que l'investissement, elle dépend essentiellement de quoi? Elle dépend essentiellement de E0, pardon, de taux d'intérêt. Quand on parle de l'investissement qui dépend de taux d'intérêt, là, on est dans l'investissement privé. Mais l'investissement total est égal à la somme des E0 plus A fois I. Bien sûr que A, ou bien moins A. Pourquoi moins A? Parce que la relation théorique entre le taux d'intérêt et l'investissement, elle est négative. Une augmentation de taux d'intérêt, ça, je dirais, va compliquer les choses pour les investisseurs. Donc, elles vont pas se financer, je dirais, auprès des banques. Là, l'investissement, elle va diminuer. Ça marche? Au contraire, quand le taux d'intérêt, elle va baisser, l'investissement, elle va augmenter. Alors, on peut réécrire l'équation y, bien sûr, en remplaçant l'ensemble des fonctions de l'équation initiale. Et on aura, je dirais, un réarrangement de l'équation. Et finalement, on aura que y est égal à 1 sur 1 au moins c fois l'ensemble des composantes. Alors, le terme 1 sur 1 au moins c mesure l'impact d'une hausse de la demande autonome sur le revenu. C'est-à-dire qu'on parle d'un effet multiplicateur. Alors, la relation IS décrit une relation négative sur le marché des biens et services entre le revenu et le taux d'intérêt. C'est-à-dire que la courbe IS, elle doit être une courbe normalement qui est, je dirais, décroissante. Ça marche? Alors, la courbe IS est une courbe décroissante dans le plan Y. On va voir comment sera alors l'approche graphique de l'ISLM. Marche. Alors la courbe IS, elle doit être une courbe qui est négative de la représentation du taux d'intérêt en fonction de revenus. Alors concernant la courbe LM, bien sûr la courbe LM, on a dit que c'est l'équilibre sur les trois marchés, l'équilibre sur le marché monétaire, à travers, bien sûr, quand on parle de l'équilibre sur le marché monétaire, si l'égalité offre de la monnaie, demande de la monnaie. L'offre de la monnaie est un facteur qui est exogène M0, mais la demande de la monnaie, bien sûr, selon Keynes, il y a trois motifs de demande de la monnaie, à savoir le motif de spéculation, le motif de précaution et le motif de transaction. Le motif de transaction, il dépend de revenus. Le motif de spéculation et précaution, il dépend du taux d'intérêt. Ça marche? Là, on aura derrière la représentation graphique de la courbe ILM suivante, qui est une fonction qui est croissante de taux d'intérêt en fonction de revenus. Alors, l'équilibre macroéconomique global, ou bien le diagramme ESLM, elle permet, je dirais, l'équilibre est atteint lorsque le marché des biens et services, représenté bien sûr par la courbe IS, et le marché monétaire, représenté par la courbe LM, sont simultanément équilibrés, c'est-à-dire de le plan YI, il y aura une intersection entre la courbe, ou bien la droite IS et la droite LM, pour avoir, je dirais, un point d'équilibre, je dirais, pour finalement, en fin de compte, on aura I étoile qui est le taux d'intérêt d'équilibre. Le taux d'intérêt qui permet d'avoir un équilibre simultané sur le marché monétaire et le marché des biens et services. Et aussi, le revenu Y étoile, c'est le revenu d'équilibre qui permet d'avoir, bien sûr, l'équilibre simultané sur le marché monétaire et le marché des biens et services. La question qui se pose, bien sûr, pour avoir une extension, est-ce que le revenu d'équilibre est un revenu, par exemple, de plein emploi? Alors, bien sûr, pour avoir une solution bien sûr, cette représentation graphique, il s'agit d'une solution du système d'équations suivante. Bien sûr, un système d'équations dans lequel il y a la première équation, c'est l'équation IS, et la deuxième équation, c'est l'équation LM. Et finalement, on aura Y étoile et étoile par les valeurs, ou bien qui représentent les valeurs suivantes. Finalement, on a le concept, ou bien le cinquième concept, c'est le rendement d'échelle. Alors, quand on parle d'un rendement d'échelle, en microéconomie de producteur, on sait bien que le rendement d'échelle, c'est une comparaison entre la quantité output et la quantité input utilisée. Ça marche? La quantité input utilisée et la quantité output. Quand le rendement d'échelle est croissant, c'est à signifier qu'une quantité output, je dirais,
il est croissant, c'est-à-dire que une quantité d'input utilisée comme facteur de production, elle permet d'avoir je dirais, un pourcentage ou bien une valeur plus importante en termes de, je dirais, d'output que la quantité utilisée des facteurs de production. Un rendement d'échelle constant, c'est-à-dire que, par exemple, l'utilisation de 5 unités de facteurs de production permet d'avoir la même valeur en termes d'output. Ça marche. Et finalement, un rendement d'échelle décroissant plutôt, on pourrait utiliser des unités ou bien 100 unités de capital, mais pour avoir seulement je dirais 5 unités de voiture. Ça marche en tant qu'output. Là, on parle d'un rendement d'échelle qui est décroissante. Bref, le rendement d'échelle, c'est une comparaison entre le niveau output et input utilisé. La dernière question, c'est distinguer le solde courant du budget de l'État et le solde courant de la balance des paiements. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un exemple de balance des paiements ici pour vous montrer quelle est la différence entre les deux? Voilà. Alors, premièrement, quand on parle d'un solde courant du budget de l'État, le budget de l'État, ou bien les, com- les trois composants du loi de finances, il y a le budget de l'État, il y a le sigma, les services d'État gérés de manière autonome, et il y a les comptes spéciaux. Ça marche? Donc il y a trois. Quand on parle de budget de l'État, le budget, c'est la différence entre les dépenses et les recettes. Bien, on est d'accord. Mais finalement, si le budget de l'État est égal à la différence entre les recettes et les dépenses, alors comment, ou bien quel est le solde courant? Ça marche? Alors le solde courant, bien évidemment, c'est la différence entre l'ensemble des dépenses courantes et l'ensemble des dépenses courantes et l'ensemble des recettes courantes. Ça marche? Pour avoir le solde courant de budget de l'État. Mais quelle est sa différence, ou bien dans quel point je pourrais je dirais, distinguer entre ce solde courant du budget de l'État et le solde courant de la balance des paiements. Le solde courant de la balance des paiements, c'est autre chose. Quand on parle de solde courant, j'ai dit que la balance des paiements, dans la balance des paiements, il y a, par exemple, prenons l'exemple de la balance des paiements de premier trimestre en 2023, établie par l'Office de change. Alors on voit que la balance des paiements se compose de trois comptes. Alors on a le compte des transactions courantes, premièrement, et après on a le compte capital, et après on a le compte financier. On a le compte financier. Alors si vous voyez, pour le Maroc, le compte capital, il est presque fermé. Ça marche, il est presque, je dirais, il n'y a aucune valeur pour le compte capital. Alors, concernant le compte ou bien le solde des opérations, le solde courant de la balance des paiements, il est affiché dans le compte des transactions courantes de la balance des paiements, qui est quoi? Qui est la différence entre quoi? Qui est la différence entre le crédit et le débit de l'ensemble des opérations courantes. Alors voilà le solde du compte des transactions courantes qui est ce solde-là. Ça marche? Alors, comment finalement on pourrait calculer ce solde? Alors, le solde des opérations courantes de la balance des paiements, c'est la somme entre quoi? Entre le solde des opérations entre le solde des opérations d'exportation, c'est-à-dire le solde commercial, et le solde des opérations de répartition. Ça marche? Alors, on a le solde commercial, il est où? Donc, le solde commercial ici, il doit être, je dirais, il est négatif. Alors, après, on a le solde de revenus primaire qui est là. Et après, on a le solde de revenus secondaires. Ça marche? Concernant le solde total, elle est biens et services, elle est négative. Voilà, c'est moins 28 357.
Ça marche? Alors, quand on voit ça, c'est la somme entre quoi? Entre cette valeur, c'est la somme entre le solde des opérations qui sont liées aux biens et les opérations des services. Mais la somme, les deux opérations, les deux catégories d'opérations, quelles que soient les opérations des biens et l'ensemble des opérations des services, ce sont des opérations de la balance commerciale. Ça marche? Et après, on a les opérations concernant la répartition de revenus. Là, on a le revenu primaire et le revenu secondaire. Ça marche? Alors, la somme, les deux soldes, voilà, les deux soldes, pour, je dirais, pour les deux, je dirais, la somme entre le solde des biens et services, qui est le solde de la balance commerciale, et le solde des opérations courantes, on doit avoir le solde, je dirais le solde courant des opérations courantes de la balance des paiements. Et après, d'après ou bien à partir de ce solde, on doit soustraire l'ensemble des opérations du capital, je dirais avec l'extérieur, pour avoir la capacité aux besoins de financement. Alors on passe maintenant à la deuxième partie je dirais la deuxième partie de cette épreuve, qui est un modèle de régression linéaire multiple. Alors on a soit la fonction d'investissement suivante estimée pour un pilier donné, c'est-à-dire voilà, on a estimé ce modèle sur une période de 1970 jusqu'à 2001, c'est-à-dire une période de 31 ans, ça marche. Et après, c'est-à-dire il s'agit d'un modèle en série temporelle avec bien sûr le PIB. Bien, PIB, c'est l'investissement privé en pourcentage du PIB. PIB gap représente la différence entre le PIB réel et le PIB potentiel. Autrement dit, c'est en pourcentage de PIB. C'est-à-dire si l'output gap divisé par le PIB, bon, en termes de pourcentage, ça marche. Mais le PIB, bien sûr, potentiel. Et après, on a le taux d'intérêt réel. Donc bien sûr le code TR réel, et après on a CRPIB en cours de crédit, je dirais accordé au secteur privé, c'est l'ensemble des crédits accordés au secteur privé divisé par le PIB, ou bien autrement dit le développement financier. Et après on a XMPIB, degré de l'ouverture commerciale mesurée par la somme entre exportation et importation en pourcentage de PIB. Et on a dette en termes de PIB, c'est-à-dire le ratio de la dette extérieure par rapport au PIB, c'est-à-dire on a divisé le rapport entre la dette extérieure et le PIB pour calculer ce ratio. Alors, les chiffres qui sont entre parenthèses dans le modèle, ce sont des T de students de calculer. Ça marche, ce sont des T calculés, donc pour étudier la significativité partielle. Alors voilà, on va essayer premièrement d'interpréter la relation ou bien le modèle suivant. Alors en termes d'interprétation, il faut tenir compte premièrement, est-ce que le modèle, il s'agit d'un modèle niveau-niveau, log-log, niveau-log ou bien log-niveau. Alors quand on parle d'un modèle log-log, c'est-à-dire pour l'ensemble des variables, quelle que soit la variable explicative et la variable expliquée, elles sont en termes de logarithme. Mais quand il y a une variable en logarithme et les autres variables en niveau, là on parle soit d'un modèle log niveau, c'est-à-dire que la variable à expliquer qui est en log, soit un modèle niveau log lorsque la variable y qui est au niveau. Au contraire, les variables explicatives sont en log. Et finalement, le modèle log-log, il doit être, je dirais, pour les variables soit explicatives, soit expliquées en logarithme. Alors là, on a un modèle niveau-niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logarithme pour l'ensemble des variables. C'est-à-dire que l'interprétation, elle doit être en termes d'unité et non en termes de pourcentage. C'est bien? Alors concernant on va commencer par la première valeur qui est 2,38. Alors concernant la valeur 2,38, c'est la valeur de la constante. Alors c'est la valeur de la constante qui est égale à 2,38, c'est-à-dire que c'est la moyenne empirique entre y bar, c'est-à-dire la différence y bar, moins les coefficients fois les moyennes empiriques des autres variables explicatives. Mais concernant le PIB gap, c'est la pente ou bien c'est l'effet
l'effet marginal ou bien l'effet de la différence entre, ou bien l'effet de l'output gap en pourcentage de PIB potentiel sur l'investissement privé. Alors on voit que cet effet il est positif. Elle est positive et on va étudier par la suite leur signification. Alors on voit qu'elle est positive. Alors on peut réinterpréter cette valeur 0,12 de la façon suivante. Toute augmentation de PIB gap, c'est-à-dire toute augmentation d'output gap en pourcentage de PIB potentiel d'une unité, plutôt, ce n'est pas 1%, d'une unité, conduit à une augmentation de l'investissement privé en pourcentage de PIB d'une unité. Ça marche. Et concernant le taux de réel, le taux d'intérêt réel, bien sûr, c'est la théorie de l'investissement, c'est la théorie de case de l'investissement. Alors, bien sûr, comme vous savez que l'investissement est toujours, l'investissement privé, bien sûr, elle est toujours liée de façon négative avec le taux d'intérêt. On voit que ça, c'est empiriquement, il est valable. Alors, toute augmentation de taux d'intérêt réel d'une unité conduit à une augmentation de PIB, d'investissement privé en pourcentage du PIB de 0,13 unités. Ce n'est pas une augmentation, plutôt une diminution. Et après, on a l'ensemble des crédits accordés au secteur privé en pourcentage du PIB. Et là, une relation, un effet plutôt, ce n'est pas une relation, c'est un effet positif sur l'investissement privé. Bien sûr, plus un niveau de développement financier qui est très important, c'est-à-dire quand il y a une quantité très importante de crédits qui sont accordés au secteur privé, ça va encourager l'investissement privé, d'où l'effet est positif. Alors, toute augmentation des crédits accordés au secteur privé en pourcentage du PIB de une unité conduit à une augmentation d'investissement privé de 0,14. En termes d'ouverture commerciale, l'ouverture commerciale il a un effet positif sur le PIB. Alors on voit que cet effet il est positif. On va étudier leur signification par la suite. Alors l'interprétation, toute augmentation de cette variable d'une unité conduit à une augmentation de variable dépendante de 0,06. La même chose pour la dette extérieure, mais cette fois, c'est un effet négatif, non positif. Alors, une augmentation de la dette extérieure d'une unité conduit à une diminution de l'investissement privé, de 0,06. Concernant maintenant la signification partielle, alors quand vous savez que le test de students, donc le test de student de significativité partielle, il doit être effectué normalement de façon générale de la manière suivante. Alors on a toujours une hypothèse H0. Donc dans cette hypothèse H0, on cherche de vérifier est-ce que le coefficient bêta, on va nommer bêta G, est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'est pas significatif, ou dans une hypothèse, je dirais, alternative, elle est différente de 0, c'est-à-dire que l'effet de cette variable ou bien de ce coefficient, elle est significatif. Ce n'est pas forcément différent, on pourrait avoir supérieur ou bien inférieur, et aussi ce n'est pas forcément 0, on pourrait avoir 1 égal à 1 différent de 1, etc. ou bien une autre valeur. Ça marche? De façon générale, on va mettre ici K. Alors le cas particulier, c'est lorsque K égale à 0. Alors, bien sûr, sous cette hypothèse H0, on doit calculer une statistique qui est calculée, qui est égale à quoi? Qui est égale à le rapport du module de bêta chapeau G moins K sur l'écart type. L'écart type de quoi? L'écart type de bêta chapeau G. Bien sûr, estimé. Ça marche? Alors, dans le cas particulier, c'est lorsque K égale à 0, c'est-à-dire que H0 bêta G égale à 0 et H1 bêta G différente de 0. Alors, T calculé
est égal à bêta G moins 0, le module, c'est-à-dire la valeur absolue, sur sigma de bêta G. Ça marche? Alors pour la première variable, donc le logiciel il permet de calculer directement tes calculés. Alors on va commencer par la significativité partielle de la première variable, c'est le PIB gap, c'est-à-dire la significativité de l'output gap en pourcentage de PIB potentiel. Alors on voit que t calculé pour cette variable, l'output gap en pourcentage de PIB potentiel est égal à 2,91. Marche? Alors, bien sûr, cette t calculée, ça suit quoi? Ça suit quelle loi? Ça suit une loi de Student qui est de alpha sur 2, ça dépend de la table, et n-k-1. n-k-1. Alors, on a n, c'est 30, 31. Et on a combien de k, c'est le nombre de variables explicatives. On a combien de variables explicatives? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 variables explicatives avec la constante, c'est-à-dire n-6. Donc, 31 moins 6, donc 31 moins 6, ça va donner 25. Ça va donner 25. Alors le degré de liberté DDL, c'est le 25. Alors on va chercher dans la table de, students, on va chercher dans la table de students la valeur de degré de liberté de 25 avec alpha qui est égal à 5%. Alors alpha est égal à 5%, voilà, 0,05, avec un degré de liberté de 25, pardon. Avec un degré de liberté 25, ça, bien sûr, doit être égal à combien? C'est presque 2,05. Donc c'est 2,05. Donc t tabulé est égal à 2,05. Alors on voit que pour cette variable, on a le t calculé supérieur à t tabulé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit rajouter H0. On doit rajouter H0. C'est-à-dire quel est H0? C'est-à-dire que cette variable, donc on doit nommer bêta 1, est égale à 0. C'est-à-dire que cette hypothèse, elle est rejetée. Au contraire, on doit accepter H1, c'est-à-dire que l'effet de l'output gap en pourcentage du PIB potentiel, elle a un effet qui est significatif au sens de Student sur l'investissement privé en pourcentage du PIB. On passe maintenant aux deuxième variable. Alors la deuxième variable, c'est le taux d'intérêt réel, donc TR réel, donc voilà. Alors concernant cette variable, donc on a le H0 bêta égale à 0, donc bêta 2, c'est la deuxième variable, égale à 0. Au contraire, H1, bêta 3, bêta 2 plutôt, différente de 0. Alors on a t calculé est égal, donc il est dans l'exercice, donc est égal à, bien sûr, en valeur absolue, est égal à 4,84. Bien sûr, elle est supérieure à t tabulé qu'on a trouvé tout à l'heure, qui est égal à 2,05. D'où on doit rajouter H0, c'est-à-dire que l'effet de taux d'intérêt réel, sur l'investissement privé, elle est significative. Elle est négative et statistiquement significative au sens de student. Ça marche? Alors concernant la troisième variable, qui est les crédits accordés au secteur privé en pourcentage du PIB et son effet sur l'investissement privé en pourcentage du PIB, alors on voit que t calculé est égal à quoi? Donc t calculé est égal à 3,52. Ou bien, je ne sais pas, est-ce que c'est 3,52 ou bien c'est 4, plutôt, pardon, c'est 4,77. C'est 4,77. Alors, elle est supérieure à t tabulé, d'où on doit rajouter à 0, c'est-à-dire que l'effet est significatif. On va faire la même chose pour l'ensemble des variables. Et après, sans oublier, il y a un objet qui est dans l'exercice, donc c'est le coefficient de détermination R carré. Alors comme vous savez que le coefficient de détermination R carré est égal à quoi? Est égal à la différence entre la somme des carrés
explicative ou bien de régression sur la somme des carrés totales. Alors, quand il y a une variable y qui est expliquée par plusieurs variables x1 jusqu'à xk, alors la variabilité de y expliquée par les variables choisies, c'est la somme des carrés expliqués, et la variabilité totale de la variable expliquée plutôt, c'est la somme des carrés totales. Finalement, le coefficient de détermination, il permet d'avoir, ou bien il permet de capter l'effet, le pourcentage qui représente la variation de y expliquée par les variables choisies en variation totale. Ça marche? Alors, le r carré ici est égal à 0,82. Alors, le pourcentage, ou bien 82%, on pourrait interpréter de la façon suivante: 82% de la variation totale de la variation totale de PIB, bien sûr, quelle variable? La variable à expliquer, c'est-à-dire l'investissement de l'IP, c'est-à-dire l'investissement privé en pourcentage de PIB. 80% de la variation de l'investissement privé en pourcentage de PIB, elle est expliquée par les variables choisies, à savoir la différence, c'est-à-dire le PIB, ou bien l'output gap en pourcentage de PIB potentiel, le taux d'intérêt réel, le développement financier qui est l'ensemble des crédits accordés au secteur privé en pourcentage de PIB, et l'ouverture commerciale mesurée par la somme entre l'exportation et l'importation mesurée par le PIB, et la dernière variable qui est le ratio de la dette, qui est la dette extérieure sur le PIB. Ça marche? Alors, la deuxième partie de cet exercice, ou bien le deuxième exercice, c'est les propriétés des estimateurs des moindres carrés ordinaires. Alors, les estimateurs des moindres carrés ordinaires, prenons l'exemple d'une régression linéaire simple, donc sans trop tarder, d'une régression linéaire simple. Alors, on a y est égal à quoi? On a y est égal à bêta 0 plus bêta 1 xt, par exemple, xt, donc yt, plus epsilon t. Alors, les estimateurs du moindre carré ordinaire, les estimateurs obtenus par les moindres carrés ordinaires sont les suivants. Alors, on a bêta 0 de l'MCU qui est égal à quoi? Qui est égal à y bar moins bêta chapeau x bar. Et bêta 2, ou bien bêta 1 plutôt, de l'MCO, obtenu par la méthode des moindres carrés ordinaires, est égal à le rapport entre la covariance XY et la Vx, c'est-à-dire la variance de X. Là, il faut poser la question, est-ce que ces estimateurs sont blue, c'est-à-dire best linéaire unbased estimateur, c'est-à-dire que l'estimateur, il est sans biais, il est linéaire et il est aussi convergent. C'est bien. Alors, ce sont les trois propriétés des estimateurs du moindre carré ordinaire, ou bien les trois propriétés de Gauss-Markov. Donc, on a la première propriété, c'est-à-dire que les coefficients doivent être linéaires. Alors, vous voyez que le modèle est linéaire, donc on a yt est égal à bêta 0. Pour voir est-ce que le modèle est linéaire, voilà, on a des plus entre les coefficients. Alors, on a bêta 0 plus bêta 1 xt plus bêta 2 zt, etc., etc. Bien sûr, il y a des relations linéaires entre les variables. Bien sûr, la première propriété, c'est la propriété de la linéarité. Bien sûr, voilà, 1. C'est la première propriété, la propriété de la linéarité. Deuxième propriété, c'est la propriété sans biais. Best linéaire unbased, c'est-à-dire sans biais, et symmetric, c'est-à-dire voilà, linéaire, elle est vérifiée. Donc, elle est vérifiée, linéaire. Deuxième, sans biais, c'est-à-dire unbased. Et finalement, best, c'est-à-dire convergent. Ça marche? Alors, sans biais, alors on dit que les deux estimateurs, bêta 0 chapeau, bien sûr, ici chapeau, et bêta 1 chapeau, et sans biais, quand l'espérance de bêta 0 chapeau est égale à bêta 0 et espérance de bêta 1 chapeau est égale à bêta 1. Je vous invite de voir la playlist d'économétrie pour avoir des démonstrations
de ce que je viens d'écrire tout à l'heure. C'est bien. Alors, concernant la dernière propriété, donc 3, c'est la convergence. Donc, les deux estimateurs ils doivent être convergents. C'est-à-dire quoi convergent? Un estimateur bêta G il est convergent quand la limite de n tend vers l'infini, c'est-à-dire que quand la taille de l'échantillon augmente, la variance de bêta G elle tend vers le 0. Ça marche? Alors, on sait que la variance de bêta 0 chapeau est égale à quoi? Est égale à donc sigma carré, la variance de l'erreur, fois la somme de xi au carré sur n, la somme de xi moins x bar au carré. Au contraire, la variance de bêta 1 est égale à quoi? Sigma carré sur la somme de xi moins x bar au carré, bien sûr, sigma carré de l'epsilon. Ok? Alors, si on veut calculer la limite de ces deux variances de n vers l'infini, donc la limite de n vers l'infini de cette variance et la limite de n vers l'infini de cette variance. Alors, le n, elle est où? Le n, c'est ici. Bien sûr, je pense que j'ai oublié n ici. Mais ici déjà, il y a la somme de xi moins x bar carré. Quand on développe, il y aura un n ici. Et pour la variance de l'erreur, la variance de l'erreur, c'est la somme des carrés résiduels sur n moins k moins 1. Ça marche? On peut remplacer cette variance est égale à somme des carrés résiduels sur n moins k moins 1 fois 1 sur la somme de xi moins x bar au carré. Alors vous voyez, quand n tend vers l'infini, donc cette n, elle va augmenter. Et cette n, concernant bêta 0 aussi, elle va augmenter. Alors la valeur totale de la variance, elle va tendre vers le 0. La même chose pour bêta 0 et même pour bêta 1, elle va tendre vers 0. Ça marche? Donc, les deux estimateurs, ce sont des estimateurs qui sont des raies convergents. C'est un exemple d'une régression, ou bien dans le cas d'une régression linéaire simple. On pourrait avoir la même chose dans le cas d'une régression linéaire multiple. Je vais faire trop vite. Alors, le cas d'une régression linéaire multiple, y est expliqué par plusieurs variables, ce n'est pas une seule, x1 jusqu'à xk. D'où l'estimateur du moindre carré bêta chapeau, qu'il s'agit d'un vecteur dans lequel il y a plusieurs estimateurs, bêta 0 jusqu'à bêta k, alors qui est égal à quoi? À x', la matrice x des variables explicatives avec la colonne de la constante, fois x' moins 1 sur, c'est-à-dire l'inverse de cette matrice, fois x' y. Ça marche? Alors, l'espérance de bêta chapeau est égale à bêta. Voilà. Et après, on a la variance de bêta chapeau est égale à la variance de l'erreur sigma carré de l'epsilon fois x' x moins 1. Bien sûr, la linéarité, déjà, elle est vérifiée. Bien sûr, il y a des relations linéaires entre l'ensemble des variables. Ici, c'est un estimateur qui est sans biais parce que son espérance est égale au paramètre. Et troisièmement, la convergence, c'est-à-dire la limite de n, la limite quand n tend vers l'infini, de la variance de l'erreur sigma carré de l'epsilon est égale à quoi? Somme des carrés résiduels sur n moins k moins 1 fois x' x moins 1. Alors vous voyez, quand on n tend vers l'infini, c'est-à-dire n elle sera plus importante, la valeur de la variance tend vers le 0, c'est-à-dire que l'estimateur elle est convergent. Merci pour votre attention. On va se voir dans la correction, la deuxième vidéo dans cette série de corrections, dans laquelle on va essayer de corriger l'épreuve écrite de 2014.